Enchantée, moi c'est Marlène et bienvenue sur Magnetic Management, le podcast qui t'aide à développer tes compétences managériales, autrement dit à décortiquer le schmilblick des relations humaines au travail. Alors si tu as des gens sous ton aile ou que c'est ton ambition, ta curiosité sera nourrie. Et surtout, si tu aimes casser les codes et comprendre les paradoxes que soulève cette fonction, alors abonne-toi, ce podcast sera ton meilleur allié. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Equi-Coaching ? Parce que moi, avant de rencontrer Elodie, pas du tout. Alors forcément, ça a attisé ma curiosité et j'ai eu envie de comprendre pour vous le partager. Pour faire simple, Elodie accompagne des dirigeants, cadres, managers, à développer leur leadership, à trouver leur place, et ce, à l'aide des chevaux. Car ces derniers perçoivent certaines subtilités dans nos comportements. Avec eux, pas de mensonges, pas de jugement, que des vérités. Et je vois ça finalement un peu comme une connexion ou même reconnexion aux choses simples, aux animaux, à la nature, loin finalement des murs de l'entreprise. Elodie est d'ailleurs la conjointe de Benjamin Serpe que j'avais interviewé dans le tout premier épisode du podcast, donc je vous invite à aller l'écouter. Ils ont fondé ensemble le Leadership Experience, en se basant justement sur leurs dizaines d'années de commandement dans la Marine nationale. Elodie nous partage alors dans cet épisode, en toute transparence, son parcours avec une part de vulnérabilité, mais aussi de sérénité. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Elodie. Bonjour Marlène. Je suis à nouveau sur Quimper, où j'avais interviewé ton conjoint Benjamin Serpe pour le tout premier épisode du podcast, qui avait d'ailleurs eu de belles écoutes et chouettes retours. Donc je vous invite à l'écouter. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de t'interviewer, toi, cette fois. Alors pour aborder non seulement bien sûr ton parcours dans la Marine nationale, mais aussi et surtout ton activité d'Equi-Coach, ton expertise au sein de Leadership Experience, l'entreprise que tu partages avec Benjamin aujourd'hui. Elodie, avant de plonger dans l'univers du cheval, qu'est-ce que tes 12 années, si je ne me trompe pas, dans la Marine nationale t'ont apporté dans ta vie ? 12 années, ouais, c'est vrai que déjà, ça compte un petit peu. Elles m'ont appris beaucoup de choses, en fait. Je pense que la plus grosse leçon que j'ai retenue, c'est le commandement. Voilà, le commandement qui est extrêmement humain. Et être officier dans la marine, ça nous raccroche à ça. Ça a notre vraie nature. Parce que on était sur les bateaux, autant Benjamin que moi. Et c'est aller puiser en soi la force d'aller en mission. Voilà, c'est quand même un métier qui est très particulier. Puiser en soi toute l'humanité que l'on peut pour commander. Parce que on a l'impression que commander est un gros mot, mais non. Et je le trouve bien plus humain que manager d'ailleurs. Mais voilà, même si aujourd'hui j'accompagne les managers, je démystifie le commandement. Ça m'a appris des valeurs fondamentales qui aujourd'hui me portent encore. L'honnêteté, le respect, voilà, tout ça pour moi, c'est les fondements de qui je suis aujourd'hui. Petite question objective qui me vient là comme ça. Comment tu l'as vécu en tant que femme ? Parce qu'on peut avoir des a priori, que c'est un monde un peu plus masculin potentiellement. Mais toi, comment tu l'as vécu ? C'est marrant, j'ai tout le temps cette question-là. Bah oui, je me suis doutée, elle m'est venue comme ça, mais je me suis dit, on a dû lui poser 15 fois cette question. Oui, et les premières fois, j'étais presque outrée qu'on me pose la question. J'ai dit, mais voilà, on ne s'arrête pas à ça. Et en fait, avec le recul, aujourd'hui, oui, je comprends tout à fait pourquoi on me pose la question, parce que c'est pas si anodin que ça. Effectivement, c'est un milieu qui reste très masculin. Je crois qu'aujourd'hui, alors comme moi, à l'époque, j'avais présenté la féminisation dans la marine, on devait être à 12%, et on était l'armée... je risque de dire une bêtise, je me demande si l'armée de l'air n'est pas plus féminisée que nous quand même. Mais quand même, voilà, on était bon élève et je crois que la marine l'est encore. Mais c'est vrai que sur un bateau, un état-major, on va dire, de 12 officiers, si t'as 2 femmes, c'est déjà pas mal, quoi. Mais aujourd'hui, j'aime répondre que pour moi, ça n'a jamais été un problème parce que je me suis jamais considérée différente. Que je sois une femme ou que je sois un homme, pour moi, c'est la même chose. J'ai le droit d'être là. Les places étaient ouvertes. Tant que je faisais mes preuves, comme les hommes, et j'ai jamais senti le besoin d'en faire plus aussi que les hommes. Pour moi, on était tous égaux. Alors, on est différents, hommes-femmes, on est différents. On n'a pas les mêmes capacités. On est très complémentaires, d'ailleurs, dans nos façons de réfléchir, de passer à l'action, etc. Mais à côté de ça...
Voilà, moi, je m'étais jamais posé la question, donc ça n'a jamais été un problème. Voilà. Mhm. Même si on est venu me chercher sur certaines choses, mais vu que je n'ouvrais pas la porte à ça, voilà. Oui, c'est beaucoup une question en fait de posture Exactement. tout simplement. Voilà. Ok. Si on a un souci là-dessus, si on se pose des questions, forcément, quand on va venir nous chercher, ça va venir nous titiller. Et que ça vient de titiller nos croyances, la valeur qu'on se donne, l'estime de soi, et puis il y a du travail à faire derrière, c'est tout. Et tu parlais de commandement. Dans le contexte du commandement dans la marine nationale, est-ce que tu as peut-être un souvenir ou quelque chose qui t'a vraiment challengé ? Alors, il y en a plusieurs, mais le premier qui me vient en tête quand tu me poses cette question, c'est les deux choses, en fait. C'était les prises de poste, puisqu'il faut savoir qu'en tant qu'officier, on change de poste tous les 2 ans. Et qui dit changement de poste, généralement, on change de bateau. Alors, c'est pas toujours le cas, parce que ça m'est arrivé de changer de poste sans changer de bateau. Mais dans tous les cas, on va commander une nouvelle équipe. On va s'intégrer à une nouvelle équipe. Et des fois, il y a des contextes qui sont très compliqués. J'ai eu le cas où j'ai dû remplacer un officier qui, en plus, partait en dépression. Je l'ai su après. Voilà, l'équipe, ça faisait déjà plusieurs fois qu'il changeait d'officier, ça se passait mal. Moi, j'étais moi-même dans un contexte, un contexte un peu compliqué, parce que voilà, on a beau avoir une vie professionnelle passionnante, on a aussi une vie privée, une vie personnelle, et qui était un peu bancale, un peu compliquée. Et donc, j'arrive dans ce contexte-là, je changeais de région, j'avais 4 jours pour prendre mes marques, et prendre en charge ce service-là et commander donc cette équipe. Voilà, ça a été un sacré challenge, un gros travail sur moi qui est venu peut-être un peu trop me challenger sur ce coup-là, mais pour lequel j'en ressors une énorme fierté parce que je suis très très fière de mon équipe parce qu'en quelques mois seulement, à savoir qu'on était quand même en océan Indien pendant 4 mois et demi, et donc ça a été un petit peu la foire, un peu compliqué, et en fait, voilà, même s'il y a eu des hauts, des bas, petit à petit, ça s'est stabilisé. Chacun a trouvé ses marques. Voilà. Moi, j'ai pu faire aussi un travail sur moi pour me calmer un petit peu et réussir à commander cette équipe. Et j'ai eu un petit pincement au cœur quand je suis partie. Voilà. J'imagine. Et qu'est-ce que selon toi, tu as mis en place qui sont un peu les clés du fait que ça a pu un peu reprendre un bon chemin, entre guillemets? Alors déjà, moi, j'aime beaucoup parler de la méthode essai-erreur. C'est d'accepter de faire des erreurs. On n'est pas parfait et on a beau avoir des bases, l'écoute, l'empathie, etc. Des fois, on est fatigué, on fait des bêtises, on va dire un mot un peu déplacé, la personne n'est pas prête à l'entendre. Ok, c'est pas la fin du monde. Par contre, on laisse pas passer. On apprend, on discute, on débriefe. Donc, pour moi, il y a l'écoute, l'empathie, le feedback, mais le vrai feedback. Pas le feedback de juste descendant, on dit voilà, ça va pas, et puis next. Non, c'est un feedback. Ça descend, mais ça remonte aussi. Ça reste une équipe. Donc voilà, le feedback. Ça m'est arrivé plus d'une fois de recevoir mes subordonnés, de fermer la porte et d'échanger, de dire ok, qu'est-ce qui va pas, quoi ? Pourquoi on n'y arrive pas ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Donc voilà, l'échange constructif. Et est-ce qu'il y avait des temps dédiés à ça ou c'est toi qui le ressentais en fonction des personnes ? Ok, là il est temps d'échanger, il est temps de poser carte sur table les choses. Comment ça se passait concrètement ? Alors on peut mettre en place ce que j'appelle moi une routine, de se dire tous les matins je vois telle partie de mon équipe ou toute mon équipe. Alors déjà l'armée, il faut savoir que nous on a ce qu'on appelle des rassemblements. On briefe tout l'équipage, puis après service par service, puis après équipe par équipe, parce que dans un service on peut avoir plusieurs équipes différentes. Donc déjà il y a des routines qui sont mises en place par l'institution, puis après par le bateau en soi. Donc à nous après de rebondir là-dessus, de s'en servir. Et après, à chaque officier, et donc même manager, je les pousse aujourd'hui à faire ça, à avoir leur propre routine, de se dire ok, le matin, j'ai mon rassemblement, on donne les consignes principales. Après, je repasse un peu plus tard, peut-être avec un café. Et je vais faire un tour, prendre un peu la température de l'équipe, tout va bien. Et après, on peut se dire, une fois par semaine,
je vois peut-être mon adjoint direct. On se prend 1 heure là et on fait vraiment le point. Voilà, c'est après à chacun de le faire. À cette époque-là, j'avais mis peu à peu des choses en place. À savoir que déjà, dès que je prenais mon poste, je recevais tout le monde. Les uns après les autres. Et on faisait le point sur ce qu'ils avaient envie de faire, où ils en étaient, leurs desiderata, leurs envies aussi d'évolution, mais là, même sur le poste qu'ils ont, comment ils se sentaient. Voilà. J'avais besoin de faire un peu cet état des lieux, on va dire entrant, pour un peu voir où je mettais les pieds et comment moi, je ressentais un peu la personne et comment je pouvais un petit peu me positionner et bien travailler avec cette personne. Et on parle justement des feedbacks, ton comportement avec tes équipes, mais est-ce que toi, tu avais la possibilité toi-même de faire des feedbacks à quelqu'un, d'en discuter, de donner toi-même tes retours sur ton ressenti en tant qu'officier de marine? Alors, comment moi, je vivais mon poste ? Ouais, voilà, c'est ça. Concrètement, non. Parce qu'on donne beaucoup, voilà, on pense aux autres, mais parfois, soi-même, on aimerait bien pouvoir en discuter avec quelqu'un. Ou... On va échanger entre collègues. Entre officiers du même niveau ou N+1 si on s'entend bien avec, parce que ça dépend aussi le grade qu'on a forcément. On va échanger, on va beaucoup en rire aussi. Des fois, vaut mieux. Voilà, on va dédramatiser certaines choses. Ouais, exactement. Prendre du recul, souffler un petit peu, parce que encore une fois, on peut avoir des contextes et des situations assez tendues. On peut partir en guerre, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, il y a des exercices qui sont plus tendus que d'autres. Donc voilà. Des fois, on débriefe entre nous et on en rigole bien, mais on apprend toujours. Après, c'est vrai que ce temps d'échange, moi, je pense là encore à des managers que j'accompagne aujourd'hui qui me font ce retour-là, de dire en fait, on n'a pas ce temps-là. En dehors, si on n'était pas accompagné par toi, Hello, ou l'IDXP, en fait, je ne sais pas où j'en serais, quoi. Je ne sais pas où, je ne suis pas sûre de pouvoir maintenir mon poste, etc. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que nous, on ne l'avait pas. Et que ça aurait fait peut-être beaucoup de bien. D'où l'intérêt, on va en venir, de leadership expérience, dire que voilà, certains se sentent, je caricature peut-être, mais un petit peu démunis quand même dans une errance, dans une souffrance entre guillemets, parce qu'on donne beaucoup pour ses équipes, mais il faut aussi penser à soi. En tant que manager, on est tous humains. Comment t'es venue l'idée de l'Equi-Coaching ? Et est-ce que tu peux nous expliquer, bien sûr, à ceux qui vont écouter, ce que c'est, tout simplement ? Ce que c'est. Pour expliquer ce que c'est, je vais expliquer comment j'en suis arrivée. Parce que je pense que c'est assez révélateur. Alors j'ai été cavalière quand j'étais jeune, rien d'exceptionnel. Ok, je continue ma vie, je m'engage, voilà. Et puis à un moment, les choses font que je retourne un peu plus auprès des chevaux. Je reviens donc justement ici sur Quimper. J'ai la chance d'être avec mon mari à ce moment-là, qui a ses propres chevaux. Et je me reconnecte à la nature, aux chevaux. Et alors le bien que ça m'a fait, j'en avais grandement besoin aussi à ce moment-là. Il se passait des choses en fait avec les chevaux. Entre-temps, j'ai une autre cavalerie qui est arrivée. J'ai un bon petit lot maintenant. Mais les 8 poneys, 4 chevaux aujourd'hui. Enfin voilà. Donc, et petit à petit qui sont arrivés, j'ai commencé à travailler avec eux, parce qu'il y a un centre équestre aussi en parallèle. Et il se passait des choses à chaque fois. Je dis rien, là, ils sont venus me chercher sur telle question, souvent de l'affirmation de soi. Tiens, là, il s'est passé quelque chose, j'arrive pas à comprendre. Tiens, j'ai pas observé, je l'ai pas écouté. Alors, un cheval, quand on dit on l'a pas écouté, c'est qu'on l'a peut-être mal observé. Et petit à petit, ça venait me faire travailler sur des compétences que j'avais ou que j'expérimentais déjà en tant qu'officier de marine. Et avec Benjamin, on faisait pas mal de liens comme ça en se disant « Ah, mais t'as vu sur quoi il est venu me chercher ? Ah, si un ancien collègue, avait été confronté à ça, tu crois qu'il aurait agi comment ?» etc. Et donc, ça faisait un peu le cheminement comme ça. Et puis, de fil en aiguille, entre les moniteurs que j'ai pu rencontrer, des équithérapeutes, on a discuté et puis j'ai découvert l'Equi-Coaching. Et là, ça a fait sens, en fait. Là, d'un coup, c'est bon. Les liens se sont faits, j'ai compris ce qui était en train de se passer avec mes chevaux, ce qu'on faisait depuis quelques années déjà. On s'est dit, mais en fait, c'est ça, dis donc. C'est une évidence. Mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, en fait. C'est ce qu'on faisait déjà, mais aujourd'hui. Et là, on a fait le lien, donc déjà, entre ce que nous, on vivait avec nos chevaux. Mais en plus, on a fait le lien avec ce qu'on faisait dans les armées.
en tant qu'officier, j'allais dire commandant. Non, moi, je n'étais pas commandant quand même, mais en tant qu'officier. Et on s'est dit, mais waouh, toutes les compétences qu'on va pouvoir travailler, et c'est ça le cœur de l'équicoaching, en tout cas nous, comment on le fait, c'est on travaille le développement personnel et professionnel, puisque ça va de pair, hein, même si on dit, ouais, on fait du développement professionnel, on va développer telle compétence, en fait, il y aura forcément une répercussion sur le développement personnel, bien évidemment. Et on le travaille avec le cheval. Le cheval a une capacité à nous révéler qui nous sommes en fait. Alors, il n'y a rien de magique, parce qu'il y en a qui peuvent partir un peu dans des sphères. Moi, ce n'est pas du tout mon cheminement là-dessus. Je suis très concrète et très rattachée aux compétences même du cheval. En fait, il faut savoir que le cheval est une proie qui existe depuis bien plus longtemps que l'humain, d'ailleurs. Et l'humain n'est pas une proie, on est d'accord, hein, mais le cheval est une proie et qui a su développer au fur et à mesure du temps des capacités très fines de perception de son environnement. D'accord ? Et l'humain fait partie de son environnement. Et il va détecter des signaux faibles et des métasignaux aussi assez pointus que nous, humains, on n'est plus capables de détecter. Alors si on y travaille, on pourra peut-être détecter 2-3 petites choses de plus, mais il va être très attentif à notre rythme cardiaque, à des micro-mouvements. D'ailleurs, on parle beaucoup de gestes parasites avec le cheval, même dans le monde du cheval hors équicoaching, hein, quand on va travailler avec un cheval, on va avoir possiblement plein de gestes parasites et le cheval va les percevoir et ça va devenir très brouillon pour lui. Donc il nous incite à être très clair, très carré, ultra présent. Le cheval aussi vit dans le moment présent, donc ça c'est extraordinaire. Ça nous ramène, ok, ici, maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec toi ? Il nous amène à travailler en collaboration. Que le cheval fasse 250 kilos comme les petits Shetland, ou quasiment une tonne comme un cheval de trait, ils gagneront. Et comment les gens l'appréhendent en amont ? Parce que ça peut être plein de questions en tête, vraiment de la nouveauté pour certains. Oui. Je pense que très peu de dirigeants, cadres, managers ont déjà effectué ce type de séance. Comment ils l'appréhendent ? Parce qu'il y a un avant, pendant et un après. Donc on va parler de l'avant. Ouais. Comment ça se passe ? L'avant, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Déjà, il va falloir qu'on explique comment ça fonctionne. Effectivement, il y a beaucoup de questions. Alors, une des premières, c'est « mais je ne sais pas monter à cheval ». Ça n'a rien à voir. Voilà. Déjà, nous, on ne fait pas monter. On travaille que à pied. On est vraiment d'égal à égal. Déjà, pour moi, il n'y a pas de nécessité de monter à cheval. Ce n'est pas du tout le but. C'est de rentrer en communication avec le cheval comme on va le faire avec un être humain. Maintenant, avec les codes du cheval, certes. Mais les codes du cheval vont nous pousser à développer toutes nos compétences humaines. Donc, vraiment d'expliquer comment ça fonctionne, qu'on va travailler à pied, et pourquoi ça marche aussi. Donc, comme j'ai expliqué que le cheval a cette capacité-là très pointue de percevoir ce qu'on dégage et ce qu'on fait, et il va y répondre immédiatement. Et que toi, tu vas interpréter derrière et bien expliquer. C'est ça, je vais expliquer voilà ce que j'ai vu du cheval. D'abord, toujours, alors après, chacun sa pratique, mais toujours, je passe par la personne qui était en interaction avec le cheval. Ok, comment tu l'as senti ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Etc., etc. Et donc, on va aller travailler peut-être la compétence, pourquoi il est là aujourd'hui. Par exemple, avoir une intentionnalité claire. Ok, comment tu t'es positionné ? Est-ce que c'était clair pour toi ? Est-ce que tu penses que tu as été clair ? Etc. Donc, moi, j'ai vu sur la personne déjà un petit peu comment ça s'était passé. Et puis, je vois surtout l'impact que ça a eu sur le cheval. Et pareil, là, je confronte aussi la perception qu'a la personne. Ouais, le cheval, il n'était pas là, il regardait ailleurs. Ok, mais toi, t'étais où ? Moi, en fait, je me demandais comment j'allais faire, etc. Ouais, ok, t'étais pas avec le cheval. Ouais, donc finalement, en fait, t'as ta posture d'équi-coach, mais de coach tout court aussi. Oui, c'est pleinement complémentaire. En fait, les deux sont absolument liés. De toute façon, moi, j'ai une vision très droite aussi là-dessus. Pour moi, être équi-coach, c'est être coach avant tout et être assisté du cheval. C'est ça, ouais. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut trouver des équi-coachs un peu sortis du panier, j'ai envie de dire. Ok, de voir juste un peu comment ils se positionnent, quelle est leur vision du métier. Voilà, moi, la mienne, c'est d'abord on est coach. Et après, parce que comme tu l'as dit, il faut comprendre la perception de l'autre, lui poser des questions et ensuite être en capacité d'expliquer derrière. Est-ce que d'ailleurs, tu as un exemple qui t'a marqué, peut-être avec un dirigeant, un cadre ou autre dans cette expérience-là ? Un changement un peu entre l'avant et l'après. Alors dans ce cas-là, j'en ai deux. Parce que j'en ai un où il n'y a pas eu de changement de la part du dirigeant.
Mais par contre, le feedback de l'équipe avait été, parce que là c'était collectif, avait été assez impressionnant. C'était un dirigeant qui avait, il travaillait avec 2 autres collègues. Il devait faire bouger, c'était un Shetland, petit Jekyll adorable. Et le Shetland n'a pas bougé une oreille. Il a vissé ses 4 pieds dans le sable et il n'a pas bougé. Et en fait, on a tous vu le dirigeant commencer à monter un peu en pression. Et en fait, moi, j'avais l'équipe sur ma droite qui observait. Donc à chaque fois quand il y a des observateurs, je leur demande d'observer. Toujours attention dans les faits, pas de jugement, etc. On est comme le cheval à ce niveau-là, non jugement. Et on n'est que là pour progresser. Et j'entendais l'équipe, oh là là, mais il fait ça avec nous aussi en fait, hein, mais on le reconnaît tellement. Mais là, et à un moment, il y en a une qui me chope, elle fait, non mais là, vous voyez ce qu'il fait? En fait, avec nous, il fait la même chose. Et donc voilà, on a pu débriefer là-dessus, mais c'est vrai que voilà, entre ce que le dirigeant va entendre à ce moment-là du feedback, et il n'y aura pas forcément de progression pile poil ce jour-là. Après, c'est sur l'accompagnement et dans la durée qu'il y aura un changement. Mais par contre, un chef de pôle, qui avait une vision du cheval. Ouais, le cheval n'a pas envie. Je me rappelle, on était dans la carrière, donc quand même pas mal d'espace. Et il devait faire avancer le cheval et faire en sorte que le cheval reste autour de lui. Donc en fait, qu'il soit vraiment en collaboration avec le cheval, qu'il soit autant intéressant que l'herbe du coin de la carrière, quoi. Et non, le cheval était plus intéressé par l'herbe de la carrière. Et bon, ça n'allait pas, ça lui plaisait pas à ce chef de pôle. Et avec toujours cette excuse de, oui, mais le cheval, il n'a pas envie, et puis de toute façon, il est plus intéressé par l'herbe, etc. Ok, donc là, tu fais ce regard-là sur le cheval. Toi, qu'est-ce que ça t'apprend? Et en fait, ça a été ce retour à soi qui était compliqué. Et au fur et à mesure, il l'a fait. Et alors là, c'est plus le même homme, quoi. Et qu'est-ce qu'il se disait à ces moments-là, justement? Alors, au début, c'était toujours, il renvoyait la balle au cheval. En disant non, et puis ça bouclait là-dessus. Déresponsabilise un petit peu, en fait. Ouais. Ça bouclait là-dessus. Et puis, petit à petit, peut-être que je pourrais faire ça. Peut-être que je pourrais insister un peu plus là-dessus. Peut-être que... Et voilà. Et là, ça y est, la machine était en route. Et c'était de la saine remise en question. De se dire, ok, et aussi la méthode essai-erreur que j'ai évoquée, je crois, au tout début. Ok, ça n'a pas marché, c'est pas la fin du monde, qu'est-ce que je peux améliorer? Voilà, feedback, on travaille ensemble sur le feedback constructif et sur l'après. Okay. Et, voilà. Et après, c'est quelque chose, c'est un mécanisme qu'il a mis en place petit à petit, une séance à l'autre. Et est-ce qu'il retente, certains retentent des exercices avec le cheval, ou c'est plutôt une constatation et après, du coup, on met des choses en place dans le cadre de l'accompagnement avec toi? Alors, derrière. On reteste généralement avec le cheval. D'accord. Parce que le cheval, vu qu'il réagit immédiatement, on fait le moindre petit changement, ne serait-ce que d'état d'esprit. En fait, quand on change son état d'esprit, notre posture change naturellement. On s'en rend même plus compte aujourd'hui. Donc moi, j'amène cette conscience-là, en fait, aux personnes. Et la personne, elle se dit, OK, je sais que ça va pas marcher, je vais essayer ça. Il y aura forcément un gars en confiance, etc. Et clac. Et là, normalement, ça va marcher avec le cheval. Tu sentais des améliorations, toi aussi? Ah oui, oui. De toute façon, je voyais le changement de ma jument. Là, c'est ma chouchoute en plus. Mais voilà, elle était en train de brouter. Il s'est repositionné. Clac, elle a levé la tête. Okay. J'ai fait, voilà. Mais par contre, lui, il n'a pas forcément vu. Donc ça aussi, ça a été un travail de, OK, vois aussi ce qui se passe réellement. Oui. Donc voilà. Parce que tu peux changer ta posture, mettre en application les recommandations, mais ne pas avoir encore ce degré d'observation. De conscience, quoi. Ouais, de conscience. Ouais, OK. Ouais. Et généralement, les retours des personnes, que ce soit en collectif ou en individuel, quels sont les retours directement, on va dire, et peut-être quelques temps plus tard? Parce qu'il peut y avoir une prise de conscience éloignée aussi, bien, Ouais, ce que j'aime bien dire, c'est que ça va infuser. Ouais. Oui, voilà. C'est une bonne métaphore. Voilà. Selon dans tous les cas, quand il s'est passé quelque chose où on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Parce qu'on me dit, ouais, le cheval, il n'a pas bougé, il ne s'est rien passé. Ah, si, il s'est passé des choses. Mais dans tous les cas, ce qu'on a mis en avant, ce que la personne a pensé, à révéler d'elle-même à moi ou au collectif, après, ça fait son cheminement et ça peut mettre en place des comportements différents. Et la plupart du temps, les premiers retours, c'est impressionnant. C'est ce miroir, en fait. On aime bien dire un miroir grossissant. C'est Guillaume Antoine qui dit ça, un miroir grossissant, mais pas déformant. En fait, ça vient nous montrer, voilà, quand tu as ce comportement-là, avec ces pensées-là et ces émotions-là, voilà ce que moi je te dis. Et sans faux semblant. Déjà, je te le dis immédiatement, sans faux semblant et sans complaisance.
il a rien à gagner à ce moment-là. Et voilà. Donc les gens se disent, waouh, mais en fait, en 5 minutes de passage peut-être avec le cheval, ça dit tout ça. Donc voilà, ils sont impressionnés par la puissance en fait de la révélation. Et est-ce que ça passe pas un peu mieux, entre guillemets, que ce soit l'animal que parfois toujours un humain qui donne un retour? Je pense que ça peut aider aussi, j'imagine. Oui. Ça aide beaucoup parce que justement, on arrive à passer sur cette neutralité. Qui peut être compliqué à avoir. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de perception du cerveau humain. Voilà. C'est le cheval qui parle et toi qui interprètes, certes, mais il y a des signes qui parlent. Quoi. Et alors, je me méfie toujours du mot interpréter aussi, parce que quand on interprète, on peut y mettre notre propre vision. Et c'est vrai qu'en coaching... C'est difficile pour toi, du coup, de... c'est pour ça que je pose toujours des questions. Je fais toujours des hypothèses. Je ne vais pas imposer. Et d'ailleurs, moi, ça s'est passé pour moi. Moi-même, j'ai fait des séances d'équicoaching en tant que cliente. C'est mieux. Un jour, on m'a dit « Ouais, machin, le cheval baille, donc t'as lâché quelque chose. » Et moi, j'étais là, je me suis dit « Putain, bon, alors soit c'est inconscient, et effectivement, je suis en train de lâcher quelque chose, mais je ne m'en rends pas compte. » Mais la sensation que j'avais dans le corps, c'était pas du tout ça. Et j'ai bloqué un peu là-dessus, et j'ai fait « Mais... » Et puis la personne « Lâchez pas le truc. » Et moi, ça m'a bloqué à ce moment-là, et j'ai fait « Bah ouais, mais c'est pas ce que je ressens. » Et ça n'entendait pas que je disais, bah non, je ne ressens pas ça. Et donc, ça a coupé, c'est dommage, le bienfait de la séance, finalement. Et moi, ça m'a vaccinée là-dessus. Et c'est là aussi que je suis allée chercher vraiment l'éthologie du cheval, donc la science du comportement, pour bien comprendre, voilà, le cheval fait ça, bah, ça ne veut pas forcément dire ça. Mais que tu tombes pas dans tes propres biais cognitifs, en fait. Exactement. Ok. C'est ah bah ouais, mais quand j'ai vécu ça, ça voulait dire ça. Bah ouais, d'accord, mais peut-être que là, la personne, elle n'est pas en train de vivre ça. Donc quand je vais observer le cheval, je fais voilà, j'ai observé ça sur le cheval. Généralement, ça veut dire ça. Est-ce que ça fait écho? Et encore, ça, c'est vraiment quand j'en arrive, avant que la personne, elle a pas réussi à mettre le doigt sur quelque chose. Je dis, bah voilà, le cheval a fait ça pour toi. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Et en fait, clac, là, ça fait sortir la croyance de la personne. Et là, il y a matière à travailler. Il n'y a pas besoin que ce soit la vérité vraie du cheval, c'est déjà la perception de la personne. Voilà. Et comment ça se passe dans l'après? Parce que tu expliquais que c'est pas simplement une séance et après merci, au revoir, on oublie ce qui se passe. Comment ça se passe dans la suite? Parce que vous avez des axes d'accompagnement, de formation derrière avec les équipes. Comment ça se passe concrètement? Là, les différents exemples que j'ai pu citer, c'est autant extraits de team building que d'accompagnement, que d'atelier. Voilà, ça dépend. Donc, on a du one-shot, comme le team building ou l'atelier. Après, on a effectivement de la formation qui passe avec aussi le cheval. Donc, en fait, c'est la mise en pratique des différentes compétences qu'on va apporter typiquement au manager. On va mettre en pratique avec le cheval, pareil, pour ancrer par la pratique. Dans l'armée, pour nous, c'est ça en fait. On fait toujours, on pratique toujours et on répète pour que ça devienne presque des mécanismes, d'accord? Mais sinon, ça rentre, ça sort. Voilà, et le jour où on est confronté à quelque chose où il faut que ce soit des réflexes, on l'a pas. Et là, ça devient dangereux. Donc là, on fait faire parce que c'est par la pratique qu'on va ancrer en fait en nous. J'ai essayé comme ça n'a pas marché. Ok, je me suis améliorée, ça fait ça. Bon, et en fait, c'est beaucoup plus facile de s'en rappeler, de progresser. Et donc, dans ce même volet-là, on a derrière l'accompagnement. Et là, c'est je dirais pas le nec plus ultra, mais presque. C'est que là, il y a la durée derrière. Les accompagnements, c'est une dizaine de séances qui sont espacées de 2 semaines. Donc, on part sur 5 mois d'accompagnement. Et là, on va répéter des choses, on va aller travailler en profondeur des points que le manager aurait besoin, ou le dirigeant aurait besoin de revoir. Donc, vous êtes beaucoup aussi dans le questionnement à nouveau et dans, bien sûr, des recommandations peut-être d'exercices pratico-pratiques ou de tests. Enfin, comme tu disais, essais-erreurs. Comment ça se passe concrètement? C'est un peu... Alors, selon ce qui va sortir de la séance au tout début, par exemple, le manager, son objectif, ça va être, OK, je prends mon poste de manager. Donc, il faut que je me positionne, que je prenne bien ma posture. Donc, on va détailler déjà qu'est-ce qu'il y a derrière posture, etc. Donc, déjà, sa vision à lui. Et puis, après, il y a quand même de la théorie derrière un mot. À un moment, il faut tous qu'on se mette d'accord aussi. Et après, il y a plein d'outils qui existent. D'accord, je veux dire, par exemple, sur le management ou l'organisation, je veux dire, du suivi de projet. Je veux dire, il y a des outils qui existent. On ne va pas réinventer la poudre, je veux dire. Mais par contre, ça, j'aime beaucoup le dire et le rappeler à mes managers,
un outil, il est à notre service et pas le contraire. On n'est pas au service de l'outil. Et ça, c'est dur. Parce que souvent, on applique des outils, on sait que la méthode, c'est ça. Et donc, on va faire comme ça. Ça ne nous convient pas, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Et en fait, on devient en souffrance, plus ou moins grande, face à un outil qui est quand même là pour nous aider à la base. Et voilà, donc c'est ça. Je vais proposer des outils, je sais, face par exemple la gestion du stress, tu peux essayer de mettre ça en place, est-ce que ça te parle pas. Il y a aussi cet espace-là d'échange, de se dire, c'est pas que du descendant, au contraire, le coaching, on est vraiment... donc voilà, je propose un outil, je fais, tiens, on peut l'expérimenter, est-ce que tu as envie? Oui, non. Voilà, on a le droit de dire non, on a le droit de pas faire. Ok, bon, à un moment, il faut quand même avancer. Et voilà, c'est toujours ça. On teste des outils ensemble et après, d'une séance à l'autre, on met en application. Enfin, la personne va mettre en application. Et je reste aussi disponible entre les séances. Okay. Si jamais il y a un souci ou quoi, il m'appelle, il m'envoie un message et on gère. Et quand tu parlais tout à l'heure des définitions, justement, de se mettre d'accord sur qu'est-ce que ça signifie, pour toi, le nom de cette entreprise, Leadership Experience, comment tu le décrirais? Comment tu l'expliquerais à quelqu'un qui le découvre et qui te dit pourquoi ce nom-là? Qu'est-ce que ça veut dire le leadership? J'ai envie moi-même d'avoir du leadership, mais j'ai du mal à mettre des mots dessus. Ouais, alors leadership, c'est effectivement un mot qui peut partir dans tous les sens. Et j'ai bien peur moi aussi de partir dans tous les sens en essayant de le décrire. Mais je pense qu'avant tout, ça part de nous, de notre posture, de notre socle de base et de comment on va sainement s'affirmer. Voilà. Comment on va prendre sa place. Pour moi, le leadership, c'est je prends ma place sainement. C'est pas parce que je prends ma place que j'écrase les autres. Rien à voir. C'est chacun à sa place. On prend sainement sa place et on laisse la place aux autres. Et quand on est manager, officier, tout ce qu'on veut, quand on a un poste de cadre avec des hommes à diriger, à commander, on les emmène avec nous. On y va ensemble. C'est vraiment ça qui est important dans le leadership. D'ailleurs, c'est ce que le cheval aussi nous fait expérimenter. On y va ensemble. Sinon, on y va tout seul. Voilà. Et tout à l'heure, tu as abordé un point en dehors de l'enregistrement sur aussi cette acceptation des incompatibilités de personnalité ou de se dire, tel membre est dans mon équipe, mais ça ne colle pas et on a beau tout essayer et ça ne fonctionne pas. Quelles sont un peu tes recommandations par rapport à ça, ton analyse à toi là-dessus? Moi, j'aime bien dire et rappeler, parce que j'ai vu des gens en souffrance là-dessus. Ça peut faire déculpabiliser aussi. Oui, tout à fait. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde et tout le monde n'est pas obligé de nous plaire. C'est normal de pas apprécier tout le monde. Voilà. Par contre, on est obligé de travailler avec ces personnes-là. Voilà, je veux dire, à un moment, si on est dirigeant, si vraiment ça ne marche pas, on peut essayer de s'en séparer, pourquoi pas. Mais peut-être essayer de tout mettre en place, ce qu'on peut. Il y a des techniques de communication, etc. Donc, c'est d'essayer des choses. Encore une fois, c'est erreur. Tel type de communication-là, ça ne marche pas. Ok, est-ce que ça marche mieux? Et à un moment, c'est de crever l'abcès avec la personne. On se pose à une table, qui t'apprend un petit café, on se dit, bon, écoute, ça marche, je ne sais pas comment toi tu le sens, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas très bien entre nous. De quoi tu aurais besoin? Voilà, il y a la communication non violente qui peut être intéressante là-dedans. Voilà, c'est un moment de poser les choses. Parce qu'il y a une façon de dire les choses aussi, et c'est là où vous aidez, j'imagine, la façon de tourner ses phrases, de poser les bons mots, mettre du conditionnel. Oui, c'est ça. D'être assez neutre. Voilà, c'est ça. De parler, moi j'aime bien dire, mais c'est sympa d'éviter le tu qui tue. Parce que, machin, tu es comme ça, ni, wow. Ok. C'est quand tu fais ça, moi je me sens comme ça. Ok, est-ce que c'est l'intention derrière? Poser des questions, voir. Après, la personne, elle peut ne pas vous répondre. C'est accepter aussi ça. Oui, parce que l'autre, finalement, comme tu dis, ne peut pas deviner ce que soi-même on ressent. Donc, il faut plutôt expliquer quand tu te comportes comme ci, moi je le ressens comme ça. Et là, c'est purement la communication non violente. Exactement. Ok. Qu'est-ce que cette activité d'Equicoach, parce qu'au fil des années, ça remonte maintenant à quelques années que tu baignes dans le milieu du cheval, t'ont aussi, toi, apporté, parce que j'imagine qu'il y a eu un changement dans ta vie pro comme perso, parce que les deux sont liés, comme tu le dis, par rapport à ces années passées dans la Marine nationale, ça a dû t'apporter en tant que personne, en tant que femme. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu avec du recul là, sur ces dernières années? Ça a été... sans être un changement fondamental, parce que oui, j'ai changé de métier, etc., mais ça a été une reconnexion à moi-même, en fait. Voilà. Les chevaux m'ont ouvert les yeux sur qui j'étais, sur ce que je faisais, comment je le faisais. Et j'ai utilisé le mot conscience tout à l'heure. Oui, d'être en conscience dans ce que je fais, dans ce que je dis, le plus possible.
Alors, c'est pas parfait, mais je m'en fiche. Je vais pas aller chercher la perfection. Mais voilà, d'être là, maintenant, profiter. Bah voilà, là, on est toutes les deux, on échange, c'est super. Voilà, profiter. Et si tu dis ça, ça veut dire qu'avant, tu sentais qu'il y avait une déconnexion, du Oui. coup, finalement. Ouais. Oui, complètement. J'étais dans le faire. J'étais dans le faire, j'étais dans l'être, je restais quand même très humaine et le plus possible en tout cas. Pas toujours, mais généralement. Mais oui, j'étais beaucoup dans le faire, dans il faut avancer, il faut y aller. Voilà, je veux dire. Aujourd'hui, j'accepte plus de choses. Je suis plus tolérante. Avant, j'étais moins tolérante. Voilà, envers moi-même. Et donc tu dois observer aussi des profils qui te ressemblent à la bien Elodie sûr. un peu d'avant, entre guillemets, et tout de suite tu vois un peu ces signaux-là. Donc finalement, tu aides à ta manière, là où tu aurais peut-être aimé aussi, toi, entre guillemets, avoir cette approche-là à une certaine époque. Quoi. Oui, complètement. Bah, d'ailleurs, quand j'avais été accompagnée dans la création d'entreprises, etc., travailler sur les offres, voilà, je me rappelle de ma business coach qui me disait, mais tu sais, souvent, le client auquel on s'adresse, c'est nous il y a quelques années. Oui. Et oui, c'est vrai parce que sans... Alors, attention aussi, c'est pas parce qu'on l'a vécu qu'on est les mieux placés Bien sûr. pour accompagner. Il y a toujours des petites connexions, des petits liens par rapport à l'expertise passée. C'est ça. Et toujours de se placer. Moi, j'aime bien utiliser ce qu'on appelle la position méta. C'est « Ok, oui, je l'ai vécu. Oui, ça va faire des liens. Je me mets un peu au-dessus de tout ça. J'observe. Attention, la personne le vit peut-être différemment. Et voilà. C'est pour ça aussi que tu t'es plongée dans la science du cheval et dans cette neutralité, cette position de coach à poser des questions pour pas justement faire trop de corrélations par rapport à toi, comment tu l'as vécu, etc. Quoi. Exactement. Okay. Ouais. Et ça, je l'ai vécu à travers tout ce qu'on peut dire, entendre sur l'épuisement professionnel, le burn-out. Quand j'entends des coachs qui se lancent dans l'accompagnement du burn-out, je trouve ça super. Mais si c'est l'argumentaire juste « je suis passé par là », il ne faut pas que ce soit sa propre thérapie pour s'en sortir, entre guillemets. C'est ça. Quoi. Il y en a des très très bons. Voilà. On n'est pas obligé d'être passé par là pour accompagner aussi. Complètement. Voilà. Je dis toujours ça aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est tu peux être coach de sport et accompagner une personne dans l'anorexie, l'obésité ou quoi que ce soit, mais ne pas être passé par là et pour autant avoir les clés pour. Exactement. Et c'est toujours très parlant. Pareil, une psychologue n'est pas obligée d'avoir été en dépression, d'avoir vécu, je sais pas, la perte d'un proche ou quoi que ce soit pour. Et heureusement. Et heureusement, parce que sinon, il n'y aurait aucun professionnel, je pense, s'il fallait vivre tous les drames. On arrive à la fin de l'épisode, Elodie, et c'est un petit peu la signature de l'épisode. Si tu devais donner un conseil à celles et ceux qui nous écoutent, actuellement responsables ou futurs responsables, parce que ça peut être des futurs managers ou dirigeants, qu'est-ce que tu dirais ? Eh ben, c'est une phrase que Benjamin m'a répétée et que j'ai bien envie de transmettre le plus possible, qui est le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. C'est vrai. Qui veut dire beaucoup de choses et l'entendre encore et encore. À un moment, tu l'as dit tout à l'heure, on est prêt à entendre cette phrase. Elle vient percuter quelque chose chez nous et enfin, on va aussi un peu se fiche la paix, se lâcher un peu la grappe et faire de notre mieux. Mais voilà, sans non plus s'épuiser. Très intéressant. Ça change de toutes les autres conclusions. Donc, merci à toi, Elodie, en tout cas. C'était très intéressant cet échange. Je pense que ça va parler à pas mal de monde. Et où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on est sur notre site Leadership Experience, donc c'est leadxp.fr. Après, je suis sur le LinkedIn et aussi un petit peu Instagram. Mais voilà, plus LinkedIn, bien sûr, pour tout ce qui est accompagnement professionnel. Okay. Voilà. N'hésitez pas. Merci à toi, Elodie. Merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que le parcours d'Elodie t'a apporté et que ses conseils t'aideront dans ton quotidien. Et si tu as apprécié l'épisode, tu peux me laisser une étoile et me partager ton avis en commentaire. Je t'en serai grandement reconnaissante. On se dit à très vite pour un nouvel épisode dans un tout autre univers.